Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. C'est avec ce très mignon petit pull de Noël que je vous retrouve aujourd'hui pour certes refaire un rush qui a explosé lors de mon transfert sur l'ordinateur, mais c'est pas grave, vu qu'on doit de toute façon le refaire, on va le faire dans la bonne humeur. Donc, je vous ai pris aujourd'hui, avec ce pull de Noël, et avec cette petite décoration dans le thème également, parce que je vois 2-3 choses ici que j'ai reçues et que j'ai bien envie de vous présenter. Je vais commencer par celui-ci, qui est un petit livre qui s'appelle 365 citations, fait par Mumsquat, et c'est auto-publié. Alors, comme son nom l'indique, il va comporter 365 citations qui sont très très aérées, comme ça, vraiment... Ça se lit super vite. Je l'ai déjà fini, donc comme ça je vais vous le chroniquer aussitôt. Et donc l'auteur a compilé plusieurs citations qu'il avait en tête, qui l'ont inspiré, avec de l'humour, avec des rimes, avec des conseils, avec des mauvaises ou des bonnes expériences qu'il a eues, et avec lesquelles il vous donne des conseils, des retours, pour éviter de faire des erreurs comme lui, ou au contraire pour vous en inspirer. Et c'était très sympa, comme je vous dis, ça se lit très vite. Il les a classés par ordre alphabétique de manière très très aérée, avec une police d'écriture assez grosse, donc c'est très fluide. Et honnêtement, ça se dévore, soit en une citation par jour, comme ça on peut le garder pour faire durer le plaisir pendant toute une année, ou alors comme moi, on les dévore en une fois. Et au final, ça se lit super bien et très très vite, donc pourquoi pas pour une petite idée cadeau de Noël, d'anniversaire, ou tout simplement pour se faire plaisir. Le second que je voulais vous présenter, il s'agit de celui-ci, Le commandant François Chanel, qui est un polar écrit par Pascal Marmé et publié aux éditions M+. Et je le remercie énormément parce qu'il m'avait déjà envoyé son précédent ouvrage que j'avais beaucoup aimé, et je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer son tout dernier. Il a la gentillesse de le faire, donc j'ai très hâte de découvrir maintenant cette nouvelle enquête du commandant Chanel que j'avais vraiment beaucoup aimé dans le précédent qui s'appelait Exécution. Là, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai également reçu ce petit ouvrage qui s'appelle Les locataires. C'est de Damien Coudier et c'est publié aux éditions Ex-Aequo dans la collection Atlantéis. Et je remercie l'auteur pour me l'avoir envoyé et je vais pouvoir directement vous dire ce que j'en ai pensé parce que, regardez comme il est tout petit, je l'ai dévoré. Il est trop bien. Franchement, une excellente découverte pour cette fin d'année, il était super. Je l'ai littéralement dévoré parce qu'il est très court, il fait à peine 100 pages et on est dans un thriller fantastique, voire même peut-être un peu horrifique, avec un couple qui emménage dans un nouvel immeuble, mais à son réveil, Paul se rend compte que sa femme a disparu. Et quand il va errer dans les couloirs à sa recherche, il va se rendre compte que l'immeuble n'est pas vraiment celui dans lequel il est rentré la veille. Il est délabré, il est bizarre, les locataires sont étranges. Est-ce qu'il est vraiment dans le même appartement? Est-ce qu'il est vraiment dans le même immeuble? Où est passée sa femme, qui est disparue sans laisser de traces? Et qui sont toutes ces étranges personnes qui n'ont pas l'air très très bienveillantes? C'est génial. Franchement, je me suis régalée. L'auteur joue entre le réel du cauchemar, entre la folie, entre l'irréel, entre le surnaturel un petit peu, et c'est génial, j'ai beaucoup aimé les vibes qu'il y avait autour, un petit peu à la Silent Hill, un petit peu à la Alice au pays des merveilles pour ce pays un petit peu de folie, avec un côté un petit peu marqué de David Lynch, Edgar Allan Poe. C'est très bien pensé, il arrive avec sa plume en très peu de temps, parce que comme je vous dis, il est assez court, il arrive à nous captiver, à nous transporter dans une spirale infernale qui va du réel à l'imaginaire, au cauchemar, et à nous prendre par les sentiments, entre guillemets, en tout cas pour moi, pour nous embarquer dans un monde horrifique, cauchemardesque, à la limite de la folie, et c'était excellent. Moi je me suis régalée, lisez-le, franchement il est excellent. Ensuite j'ai reçu ce petit ouvrage beaucoup trop mignon, Léo et Lily, experts de l'invisible, Opération Halloween. C'est le 2e tome, il est de Christine Sabat et il est publié chez Scrineo. Et celui-ci, je l'ai reçu dans le cadre d'un Mass Critique sur Babelio, où j'ai remporté ce titre. Et j'ai très hâte maintenant de le découvrir. Il y a des petites illustrations trop mignonnes en en-tête de chapitres comme ça.
Donc maintenant, je suis très curieuse de le lire. C'est un second tome qui est au pays d'Halloween. Le premier tome était un petit peu côté Noël, donc un peu plus dans la période de l'année, il est vrai. Mais moi, je trouve ça assez chou. J'adore la bouille de ce petit fantôme, donc je suis très curieuse de pouvoir le découvrir. J'ai également reçu de la part de Scrineo Rouille de Florian Soulas. Et j'avais très très hâte de le découvrir parce que j'en avais entendu beaucoup parler en bien et il m'intéressait fortement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce côté un petit peu steampunk, robot, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Et on va finir cette séquence avec ce paquet Supra Shiny que je vais arrêter de vous montrer parce que ça doit vous défoncer les yeux. C'est un paquet qui me vient de Maria Romale, dont je vous ai parlé avec Changeling si je ne me trompe pas. Et là, je lui ai pris une petite box de Noël. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur son site parce qu'elle fait des offres super chouettes. Elle propose plein d'ouvrages différents. Et donc là, on va découvrir ensemble ce qu'elle m'a mis dans sa boîte. Ouh, il y a plein de choses. Elle m'a remis des chocobons. Ça, c'est un peu une blague entre nous, entre guillemets. C'est parce que la première fois que je l'ai rencontrée sur un stand pendant les journées du patrimoine, j'étais en train de regarder plusieurs auteurs, qu'est-ce qu'ils proposaient et tout. Et elle m'a attirée en me proposant des chocobons pour me parler de son livre. Donc, des chocobons, j'aime beaucoup. Elle a également glissé un petit paquet de bonbons Schtroumpf. Et... Oh, attendez, il y a une autre chose. Un petit paquet qui fait du bruit. Qu'est-ce qu'elle a glissé? En tout cas, merci Maria. Je sais pas si tu passeras par ici, mais moi je suis comme une enfant à Noël justement, en train de déballer son paquet. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un... Waouh! Regardez comme c'est joli. Hop, je sais pas si on peut bien le voir. Voilà. C'est un petit marque-page avec petit flocon, des étoiles, une petite pierre. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Je vais le mettre sur le côté en attendant. Ah, mais attendez, il y a encore un truc de... Il y a quelque chose de caché dessous. Je vois un petit pochon. Oh, je vois des choses trop mignonnes dedans. Attendez, on va l'ouvrir ensemble. Hop, venez, venez, venez. Oh, regardez. C'est plein de petits stickers de Noël. Hop. Trop mignon, des moufles. Oh, le petit chat à l'envers. Regardez ce chat. Trop chou. Hop. Et le petit renne. Trop mignon. Merci encore beaucoup. J'aime bien découvrir les petites surprises comme ça. Je trouve ça trop chouette. Oui, elle me l'a emballé. C'est trop chouette. Et là, il y a une petite carte avec marqué « Bonne fête ». Regardons ça. Je vous montre la carte d'un peu plus près parce qu'elle est trop jolie. Oh, elle me l'a dédicacée. C'est trop gentil. Merci. Elle est trop chou. Et donc, mon premier cadeau. Moi, j'ouvre les cadeaux de Noël avant le 25. Hein. Oui, oui, parce que c'est un cadeau de moi à moi, donc je m'autorise. Oh oui, c'est sa nouvelle saga. Trop bien. Je voulais trop le découvrir. Ange Fae, Dragopool et Mochaccino. Le titre m'avait trop interpellée. C'est le premier tome, héritier de l'Apocalypse, Sanctuaris, la cité utopie. J'adore la couverture, je la trouve trop 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 jolie. Oh, elle me l'a dédicacée aussi, trop bien. Et j'ai un très joli marque-page avec. Ouh, ça va être trop bien. J'ai hâte de le découvrir. Oh, j'avais pas vu. Il y a un candy cane qui vient de tomber. Trop trop bien. Oh, et j'ai un autre. Et un paquet de Smarties. Cette boîte n'en finit pas, je trouve des surprises partout. Ah, super chouette. Le tome qui me manquait de Changelings, justement. Le dernier tome, l'acte 5 et 6. Oh, qui est un beau gros bébé. Trop trop bien. Et ben j'ai hâte de découvrir tout ça. Les deux de Maria. Merci beaucoup. Elle est trop chouette cette box. Alors, je l'ai payée avec mes sous, hein. Il n'y a pas de sponsor ni rien. Mais je tiens à la remercier parce qu'il y a plein de petits goodies trop mignons à l'intérieur. Et ça, je vais essayer de les découvrir rapidement parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup.
Et je vais couper cette séquence ici, parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur une. Et donc, on se retrouve plus tard dans une prochaine séquence. Et recoucou, je vous prends quelques minutes pour vous parler de une pile énorme, parce que je viens de revenir de la médiathèque. Et j'ai un petit problème avec la médiathèque, c'est que même si j'ai beaucoup de lectures en cours, si je vais là-bas, j'en aurai encore beaucoup plus en revenant, parce que je ne sais pas résister aux livres que je vois. Même si je me dis, oh, il faudrait que je les note, parce que là j'ai beaucoup de choses à lire, comme ça je les prendrai un autre moment où ce sera un peu plus calme. Non, je fais pas ça, moi. Je le vois, je le prends, et je me retrouve avec une foulitude de titres à lire et de retard après, mais... Ouais, on va se soigner, hein, c'est promis. L'an prochain, bonne résolution, on va essayer de faire quelque chose. En attendant, vous voyez, là j'ai le coup d'appuyer dessus, donc il y a beaucoup de matière à vous présenter. Et on commence par ça. C'était pas du tout prévu sur ma liste de lectures d'hiver, ça, mais je l'ai vu passer sur les chaînes YouTube et Bookstagram, et j'avais envie de le lire, donc le voilà. J'ai pas pu résister. Il s'agit de Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai, et c'est publié chez Nami. Ah oui, ça a l'air d'être ça, je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Donc voilà, ça avait l'air très cocooning, très doux comme lecture, ça me donne envie de tester, avec ce restaurant japonais où le restaurateur propose de reproduire un plat que le client a en mémoire, mais dont la recette a été longtemps oubliée. Ça a l'air super chouette, ça a l'air très doux, donc je suis très curieuse de lire cette petite aventure gustative, et pourquoi pas la caser dans une de mes catégories du Cold Winter. Si je me rappelle bien, il y a quelque chose à fait gourmand, donc pourquoi pas. Celui-ci, j'avais prévu de le lire depuis un bon bout de temps. C'est le fameux tome 4, Meurtre et tarte au citron meringué, des enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluck, publié là chez le Cherche Midi. Je vous ai dit depuis un petit bout de temps déjà comme quoi le tome 3 a été volé à ma médiathèque, donc j'ai abandonné l'idée d'un jour qu'il puisse ressortir et pouvoir le lire, donc je suis passée direct au tome 4. Tant pis, c'est pas grave. Je l'avais mis dans ma palle du Cold Winter, comme je l'ai trouvé à ma médiathèque, pof. Je l'ai récupéré avant qu'il y en ait un qui a la bonne idée de le voler et que je sois obligée de passer direct au tome 5, parce que je pense que là je comprendrais vraiment plus rien. Donc, celui-ci, je pense qu'on va avoir une nouvelle enquête avec des aventures assez gourmandes. Aucun rapport, mais je sais pas si vous avez vu, j'ai essayé de changer la configuration de mon micro, parce que je me suis rendu compte quand je le plaçais par ici, si je tourne, souvent comment je tourne ma tête pour vous parler, le son il fluctue un peu, et il y a des moments j'ai l'impression qu'on n'entend pas très bien, donc on va essayer cette configuration. Dites-moi dans les commentaires si c'est mieux ou pas, que je puisse voir si la nouvelle configuration fonctionne. Et le dernier gros bébé que j'ai envie de lire, c'est celui-là, Les filles de la Villa Ozetov de Anne Jacobs. C'est le deuxième tome de la saga La Villa Ozetov. Et celui-là, je l'avais mis pareil dans ma palle et de l'hiver et du Cold Winter, parce que la couverture. Et parce qu'accessoirement, j'avais beaucoup aimé le tome 1, et j'avais très envie de retourner à la Villa Ozetov pour pouvoir avoir la suite de leurs aventures et savoir ce qui va se passer. Et là, oula, je me dis que avec tous les autres que j'ai récupérés, plus ceux que je dois lire, c'était peut-être un peu ambitieux, mais je vais essayer de me le caser parce que franchement, il a l'air vraiment trop bien et j'ai envie de retourner dans cette villa. J'ai envie de me replonger dans cette saga familiale que j'aime vraiment beaucoup. Côté roman, on a fait le tour, passons au graphique avec celui-ci, Primal Gods in the Ancient Times. C'est de Kenji Tsurubuchi et c'est publié chez Dupuis dans la collection Vega et c'est un seinen. Celui-là, je l'avais vu passer, ça m'avait intriguée. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ça a l'air un seinen, donc un petit peu bagarre, avec, je suppose, des anciens dieux, vu le titre. On va voir ce que ça va donner. Lui, parce qu'il... J'avais beaucoup aimé les 2 tomes précédents, parce qu'il est parfait pour la période de Noël, et parce que c'est Elfie. Je suis trop curieuse de pouvoir le lire, en plus avec ces petits bonhommes en pain d'épices là. Il va être parfait, je pense, pour cette période un petit peu de Noël, avec un design toujours aussi mignon. Et regardez, là, pour les périodes de Noël, ça va être parfait. J'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, que j'avais beaucoup aimé. Le tome 2 étant dispo, j'ai pas cherché plus longtemps.
Il s'agit de Equinox. Donc là, le tome 2 s'appelle Cheval de mer. C'est de Aurélie Wellenstein et de Aurora Gate, publié chez Dracou. Et j'avais bien aimé cette histoire où les jeunes filles ont le pouvoir de se transformer en animal, notamment en chevaux, grâce au pouvoir de la lune. Le premier était très bien, mais assez mystérieux, assez introductif. Donc je suis curieuse de continuer l'aventure avec ce graphique qui est toujours aussi beau. Oh, trop beau ce cheval, regardez ça. Un cheval un petit peu aquatique. Oh, j'aime les mises en scène, franchement. C'est trop beau. Bon, j'arrête, sinon je vais le lire pendant cette vidéo, et c'est pas le but. J'ai trouvé ce comics que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Magma Icklepots. C'est l'intégrale apparemment, c'est de Debois, Bélorger et Christelle, et c'est publié chez Ankama. Visiblement c'est l'intégrale des 3 tomes. Je ne connais pas, mais j'ai trouvé le design très sympa. Donc, hop. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Aucune idée de l'histoire, j'ai juste regardé le design qui m'avait paru super chouette. J'aime bien le découpage des planches, comment la mise en scène est faite. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je suis tombée aussi sur un Timothée le Boucher. J'avais beaucoup aimé 47 cordes. Et là, je suis tombée sur Le Patient, que je n'ai pas lu, qui est apparemment un petit peu un mélange de fantastique, de thriller, de policier. Donc, on va voir ce que ça va donner. Parce que 47 cordes, je l'avais trouvé pas mal du tout. Même si c'est que la première partie, donc j'aimerais bien connaître la suite. Mais en tout cas, celui-ci m'intriguait beaucoup. Et c'est l'occasion de l'avoir trouvé à la médiathèque pour pouvoir le découvrir. Avant-dernière trouvaille, l'adaptation de La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. J'avais adoré le roman. Je n'ai pas encore vu l'adaptation au film, mais je savais qu'il y avait une BD. Donc là, quand je l'ai trouvé, je me suis ruée dessus parce que j'ai trop envie de le découvrir. C'est de Pelaez et Delpech et c'est publié chez Grand Angle visiblement, d'après ce que je vois. Et je suis très curieuse de voir quelle va être cette adaptation en BD. J'avoue que j'ai même pas regardé le design. Je savais que je voulais le découvrir par rapport au roman, voir comment ça avait été adapté en BD. Donc je voulais pas en savoir plus. Je voulais découvrir et me rappeler petit à petit en lisant la BD de ce que j'avais lu en roman un petit peu plus tôt, je crois l'an dernier, et voir justement de quoi je me rappelle et comment ça a été adapté. Et la dernière BD, parce que oui, il y en avait beaucoup quand même, c'est celle-ci, c'est le second tome de Les Sœurs Grémillet, Les Amours de Cassiopée. C'est de Di Gregorio et de Barbucci, et c'est publié aux éditions Dupuis. J'avais découvert le premier tome il n'y a pas longtemps, j'avais adoré, surtout au niveau du design, j'ai trouvé ça super beau. Donc je voulais continuer. Voilà, je vous parlais du design super beau. Regardez-moi cette planche. C'est peut-être pas pratique finalement le micro de ce côté. On essaye. Voilà. Moi je trouve ça trop beau. Le design, les couleurs, l'histoire qu'il y a derrière aussi. Donc je voulais voir quelle était... Hop. Qu'est-ce que ça va donner avec la seconde des 3 sœurs, Cassiopée. Je vais voir ce que ça donne. En tout cas, je sais qu'ils ont tous les tomes à ma médiathèque, donc je vais me délecter de pouvoir les découvrir petit à petit. Et donc je vais clôturer ici, c'était vraiment un passage éclair, pour vous montrer la montagne de choses que je m'ai rajouté à lire, mais c'est pas grave. C'est l'occasion de rajouter un petit peu de contenu à ce vlog, et donc je vous retrouve dans une prochaine séquence. Là, moi en attendant, je vais retourner filmer ma palle de l'hiver qui avait donc méchamment dégusté lors de son passage sur l'ordinateur. Les rushs avaient complètement explosé, donc tant pis. Allez, c'est parti, on refilme tout ça. Et bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la dernière séquence de ce vlog qui sera d'ailleurs le dernier vlog de 2023, très certainement. J'ai déjà pas mal d'idées pour 2024, mais ça, ce sera pour le sujet d'une autre vidéo. Je vous retrouve rapidement pour clôturer donc ce vlog-ci en vous parlant de 2 SP que j'ai terminé pour 2023 et en vous parlant également du bilan du Black November parce que je ne l'ai toujours pas fait. Donc, on va pas s'éterniser et on commence tout de suite. Je vais commencer par vous parler du SP dont je vous mets la couverture. Juste ici, il s'agit de Eden de Dominique Convard de Prol et j'ai adoré cette lecture.
Et pourtant, j'étais presque étonnée de ce que j'ai retrouvé à l'intérieur du livre, parce que si je m'étais basée uniquement sur le titre et la couverture, je m'attendais à une utopie où on suit la vie d'un père et de sa fille dans un Paris futuriste où il n'y a plus de guerre, plus de maladies, plus rien, tout est beau, tout est merveilleux, la technologie régit tout. Maintenant, les robots sont utilisés en tant qu'intelligence artificielle pour aider les humains et pour le soulager de tous les tracas quotidiens, pour garder les enfants, faire les tâches ménagères ou toute autre chose qui pourrait saouler, on va dire, l'humain en temps normal. Et notre protagoniste principal, il s'ennuie un petit peu dans cette vie quand même un peu trop parfaite, mais cette vie va bien vite tourner au cauchemar. Et c'est un cauchemar que j'aurais vraiment envie de vous raconter, mais qui serait vraiment presque du spoil, et j'ai pas envie de vous gâcher la surprise que moi j'ai eue à la lecture de ce roman, qui m'a vraiment transportée, je l'ai adoré, parce qu'il y a tellement plus que derrière ce résumé qui nous promet quelque chose presque de beau, de futuriste, d'utopique, et qui en réalité va virer à la dystopie, au cauchemar, à presque à l'horrifique et un côté un petit peu scientifique derrière. Ça, je vous en dirai pas plus, je vous laisse le découvrir sinon. Franchement, ça va vous gâcher le plaisir que moi j'ai vraiment eu à la lecture et j'ai adoré ce que j'ai lu. Et presque ça m'a transporté un petit peu dès les premières lignes où je m'attendais vraiment à quelque chose d'utopique. Et au final, quand il y a eu un énorme revirement de situation, j'ai été plus que transportée et j'ai vraiment dévoré la plume de l'auteur qui m'a vraiment fait réagir de manière très positive à la lecture et j'ai vraiment adoré. Il est très court, il se lit très vite, mais c'est une lecture qui a été captivante du début à la fin et que franchement je vous recommande parce qu'il est vraiment absolument génial, étonnant et pourquoi pas un cadeau parfait à Noël, un anniversaire, une occasion particulière, mais en tout cas, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et le deuxième aspect dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Il s'agit de Léo et Lily, experts de l'invisible, Opération Halloween. C'est un tome 2 qui est de Christine Sabat, publié chez les éditions Scrinéo. C'est un petit jeunesse tout mignon. Regardez-moi cette couverture adorable avec ce petit fantôme que j'aime vraiment beaucoup. Et donc ce tome 2, je l'ai gagné en participant à un Mass Critique sur Babelio. Mass Critique, si vous ne connaissez pas, c'est on va dire un énorme concours où il y a plusieurs titres que l'on peut sélectionner parmi ceux qui nous intéressent. Et au final, toutes les personnes qui ont sélectionné des livres, il y a un énorme tirage au sort. Et si on a de la chance, on est tiré au sort pour un livre au hasard parmi la sélection que l'on a faite. Et moi donc, parmi cette sélection, j'avais eu celui-ci que j'ai remporté grâce à cette masse critique. Donc merci beaucoup Babelio et les éditions Scrinéo. Et donc ce petit tome 2, trop chou, se place dans l'ambiance d'Halloween. Le premier tome lui était côté plutôt Noël, donc c'est vrai, un peu plus pour la période de cette année, mais moi ça m'a pas empêché d'aller découvrir cette adorable petite qui se dit expert dans l'invisible, expert dans la résolution de problèmes et notamment dans du surnaturel. Et ici, ils vont aider un petit fantôme, celui donc le trop mignon que je trouvais sur la couverture, et qui s'appelle Lucas. Lucas, il a un souci, toute sa famille a été enlevée par la terrible sorcière Falela, qui les retient prisonniers pour de sombres desseins, car elle a mis la main sur un grimoire magique très puissant et a décidé de régner sur le monde d'Halloween, mais également sur celui des humains. Mais notre petit duo d'enquêteurs et maintenant notre petit fantôme ont décidé de ne pas laisser faire cette machiavélique sorcière et de contrer ses sombres plans. Et moi j'ai trouvé ça très mignon. C'est un petit jeunesse qui se lit très vite, il est très aéré, avec une police d'écriture assez grosse, des jolies entêtes de chapitres qui reprennent un petit peu ce côté-ci de la couverture, et honnêtement, moi comme je vous dis, je l'ai trouvé super mignon. Ça se lit très vite, très bien, parce que c'est un jeunesse, et de par la police d'écriture très lisible, ça se dévore en fait. Et j'avoue que je suis curieuse de lire le premier tome, parce qu'il y a quelques petites références au tome précédent, que je ne connais pas, parce que j'ai découvert cette série par le tome 2, mais aucun souci pour de compréhension. On a des explications de qui sont donc Léo et Lily, ces deux amis inséparables qui adorent faire tourner en bourrique leurs parents
et donc utiliser leur talent d'enquêteur dans des aventures plutôt surnaturelles. Et on suit la narration avec Léo, qui donc nous conte par sa vision d'enfant et son langage d'enfant l'aventure qu'il est en train de vivre. Et moi j'ai trouvé ça assez immersif finalement, on retombe en enfance et on a l'impression de faire partie de ce duo d'enquêteurs hors normes et d'essayer d'aller avec eux, d'aider ce pauvre fantôme Lucas. Moi définitivement j'ai beaucoup aimé ce fantôme, qui a la particularité de clignoter et de changer de couleur en fonction de ses émotions, et je trouve ça adorable. Mais encore plus adorable, c'est l'espèce de petite chauve-souris qui se prend d'amitié pour Léo. Moi je voudrais la même, elle est absolument géniale, elle a des pouvoirs super rigolos, et en bref, c'était une lecture très agréable, très accessible pour tous, parfaite donc pour la période d'Halloween, mais qui se lit quand même à n'importe quelle saison. Et on va passer à présent au bilan du Black November, parce que je ne l'avais donc toujours pas évoqué. Le Black November, ça se passait sur tout le mois de novembre, c'était organisé par Séverine de Il est bien ce livre, et c'est un challenge qui est tout autour du thriller sur tout le mois, avec, en fonction des semaines, un thème particulier à respecter. Alors, on va voir ça tout de suite. Pour la première semaine, il fallait lire un thriller ou un policier en version poche. J'avais choisi de lire celui-ci, un Donato Carricci, La Maison sans souvenir, qui est la suite de La Maison sans voix, que j'avais trouvé super chouette. Et donc, je voulais découvrir le second tome avant d'enchaîner, pourquoi pas, avec le troisième tome qui vient de sortir. Et non, pas tout de suite, parce que je n'ai pas encore eu le temps de lire celui-ci. J'en ai lu plein d'autres des poches qui auraient pu très bien rentrer donc dans cette première catégorie-ci, mais c'est vrai que c'est celui-ci à la base que j'avais choisi et que j'ai pas eu le temps de découvrir. Mais il me fait tellement envie que je pense qu'il va sortir très incessamment sous peu de ma palle, du moins je l'espère. Pour la deuxième semaine, il fallait lire un thriller intrafamilial. Et j'avais choisi de lire Siffler la nuit, dont je vous mets la couverture juste ici. Et lui, je l'ai lu parce que je l'avais emprunté à ma médiathèque. Je l'avais trouvé de manière totalement aléatoire en me baladant au détour d'un rayonnage de ma médiathèque. Et c'est ce qui m'a fait inspirer de le mettre dans cette catégorie parce qu'on va être dans un manoir sombre, un manoir venteux en Écosse. On va essayer de percer les secrets familiaux qu'il y a de ce fameux manoir. Mais il y a un côté un petit peu aussi étrange, surnaturel avec ce manoir, une ambiance assez pesante, venteuse et un sifflement étrange qui retentit dans la nuit, qui nous glace le sang. Et quand on entend ce son très strident, en général, c'est l'une des dernières choses que l'on entend. Et j'ai trouvé que c'était très sympa, un mélange entre justement fantastique, surnaturel et policier qui était vraiment pas mal du tout. Et ça me permettait de découvrir une nouvelle autrice, parce que j'ai oublié de vous le préciser, mais c'était un petit peu le but aussi de ce Black November, c'était de découvrir des nouvelles autrices à travers des différents thèmes et catégories de ce challenge. Donc, pour une fois, mission réussie, un nouveau roman pour cette catégorie et une nouvelle autrice que j'ai découvert. Pour la troisième semaine, il fallait lire un thriller avec un titre composé d'un seul et unique mot. Et j'avais choisi de lire Gattaca de Franck Tillier. Alors c'est pas une nouvelle autrice et c'est même pas une autrice tout court, vu que c'est un auteur, et non, je l'ai pas lu. Pourtant c'est pareil, il me fait terriblement envie. J'avais beaucoup aimé le syndrome E et je voulais lire la trilogie assez rapidement avec Gattaca et après Atomka, surtout qu'Atomka se passant dans la froide Russie. Ça a été parfait pour cette période de l'année, mais je n'ai toujours pas réussi à sortir Gattaca de ma palle. Il va falloir que je trouve une solution. Soit, entre guillemets, que je me bloque du temps que pour lire celui-ci, soit que je le trouve en version audio, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de le découvrir, et surtout qu'il me reste pas mal d'autres des Franck Tillier à découvrir derrière, donc il serait peut-être temps que je sorte depuis le temps qu'il prend la poussière dans ma palle, celui-ci. En quatrième semaine, il fallait lire un thriller basé sur des faits réels, une histoire vraie, donc un true crime. Et j'avais choisi au début de lire American Predator, qui avait l'air absolument passionnant, mais je ne l'ai pas trouvé à ma médiathèque. Pas de chance, j'étais tentée de l'acheter, j'avoue, mais j'avais déjà tellement de livres dans ma palle qui prennent la poussière, preuve en est avec Gattaca que je vous ai présenté juste avant, que je me suis dit, je vais quand même pas racheter un livre entre guillemets exprès pour un challenge, même s'il me fait très très envie et que j'ai envie donc de le découvrir. Je me suis dit qu'il pouvait attendre et je me suis rabattue sur un autre livre que j'ai trouvé à ma médiathèque grâce à Séverine qui en a parlé dans sa vidéo. Il s'agit de The Girls, dont je vous mets la couverture juste ici.
et qui se basait sur les faits réels de la Manson Family, donc de Charles Manson, qui, en étant gourou d'une secte, a embrigadé beaucoup de personnes pour faire beaucoup de choses très moches, dont notamment des crimes. Et ça m'intéressait terriblement de voir comment ça allait être retranscrit dans ce roman. Et je voulais savoir justement si ça allait être en version roman ou en version plutôt journalistique. Et au final, j'ai envie de dire que c'est plutôt d'un côté roman, même si ce n'est pas vraiment l'histoire de la Manson Family, c'est inspiré. Donc, on va retrouver le même schéma avec une jeune fille qui se fait embrigader dans une secte et qui tourne mal. Et le problème, c'est que moi, ce livre ne m'a pas du tout intéressée, malheureusement. Je l'ai même abandonné en plein milieu, parce que la plume est très très lente. Il n'y a rien qui se passe, l'ambiance est très malsaine, très malaisante, donc ça pourtant ça m'a bien plu, c'était très glauque comme sujet, mais au final, moi je m'attendais vraiment à lire quelque chose sur la Manson Family, et là c'était pas le cas, et j'ai trouvé que justement c'était trop lent, trop éloigné du sujet que je cherchais moi, et la plume n'a pas réussi à me convaincre, le rythme de l'histoire ne m'a pas convaincu non plus, et j'ai préféré l'abandonner et passer à une autre lecture, plutôt que d'essayer de le faire traîner en longueur alors que j'arrivais pas à le lire ni à m'y intéresser malheureusement. Et la dernière semaine était consacrée à des thrillers dont le titre des chapitres n'était pas uniquement composé d'un numéro. Il fallait, je sais pas, un nom de personnage, un lieu, une date, une heure, quelque chose que seulement chapitre 5. Et au début, j'avais choisi de lire un Karine Djebel avec Chien de sang, parce que le début des chapitres avait soit une date, soit une heure, soit une explication. Mais au final, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas tous formulés comme ça. Il y en avait beaucoup où il n'y avait seulement qu'un numéro. Donc, je me suis dit que c'était peut-être pas le livre idéal pour celui-ci. Et au final, j'ai même pas eu le temps de le lire du tout. Pourtant, il est très court. Et j'ai plutôt basculé sur un livre audio que j'ai trouvé totalement par hasard parce qu'il était dans mon abonnement Audible. Et au final, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Les Trois épouses de Blake Nelson, dont je vous mets la couverture juste ici. Et donc, il était sur Audible. Et chacun des chapitres, en plus du numéro, avait la personne qui était en train de parler, car c'est un roman choral, entre les trois femmes de Nelson Blake. Et Nelson Blake, c'est un mormon qui a donc trois épouses. Trois épouses qui l'ont retrouvé mort. Et il va y avoir évidemment une enquête parce que les soupçons sont portés sur ces fameuses trois femmes. Parce que les trois femmes ont beaucoup de secrets à cacher, des non-dits, et elles ne s'entendaient pas toutes très bien entre elles, mais elles ne s'entendaient également pas très bien avec Nelson. Donc, qui l'a tué et pourquoi? Une espèce de petit cluedo dans le monde des Mormons, que j'ai trouvé très intéressant, avec une belle construction entre ces trois femmes en personnages principaux, qui ont chacune quelque chose de pas très reluisant dans leur passé. Il y en a une qui a été victime d'une secte, l'autre qui est ancienne droguée et prostituée, l'autre encore est tellement jeune et ingénue qu'elle ne connaît rien de la vie, mais qui est une incroyable menteuse et qui arrive à entourlouper tout le monde. Donc chacune a des défauts comme des qualités, a des avantages à tirer de la mort de Blake comme des inconvénients, et on arrive à se fomenter une idée à mesure que les chapitres avancent, mais l'autrice arrive à faire des revirements de situation et à nous faire repenser notre manière d'avoir jugé tel ou tel personnage et de l'avoir peut-être choisi en tant que coupable. Au final, il y a des beaux rebondissements et ce n'est peut-être pas le coupable principal auquel on avait pensé en premier qu'il est à la toute fin du livre. C'était une très belle découverte que j'ai trouvée par hasard sur Audible et vers laquelle je ne me serais peut-être pas spécialement tournée de par le titre, la couverture et le résumé qui... Moi, le monde des Mormons ne m'inspirait pas plus l'envie d'aller le découvrir que ça. Et au final, ce fut une lecture très agréable à découvrir. Et cette lecture clôture mon Black November qui, comme vous avez pu le deviner, n'a pas été un succès à 100%, mais qui m'a permis de faire de belles découvertes. Et j'ai prévu de lire quand même ceux que je n'ai pas eu le temps de lire, mais quand, ça je ne le sais pas encore. En attendant, je vais donc clôturer cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis d'avance une bonne année 2024 à vous parce que cette vidéo sortira la dernière semaine de décembre. Je vous souhaite de belles lectures également, j'espère que vous avez été gâtés pour Noël si vous le fêtez
Et en attendant, on se retrouve l'année prochaine sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!